Manchester City PSG, c'est l'affiche des demi-finales retour de la Ligue des champions de football ce soir. Mais derrière le résultat sportif, il y a aussi des enjeux géopolitiques pour les deux propriétaires de ces clubs, Abu Dhabi et le Qatar. C'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous, Jean-Baptiste Guégan, enseignant en histoire et géopolitique du sport. Merci à vous d'être avec nous. Et également Georges Malbruno, journaliste au Figaro, co-auteur du livre Les Qatar Papers et du documentaire Qatar, guerre d'influence sur l'islam d'Europe. Un petit rappel avant tout, messieurs, le PSG appartient donc au Qatar depuis 2011. Manchester City à Abu Dhabi, qui fait partie des Émirats Arabes Unis depuis 2008. La rencontre de ce soir, on peut également l'appeler le Golfico. Parfois, c'est le surnom qu'on donne à cette rencontre de ce soir, Jean-Baptiste Guégan. Oui, c'est de manière simple, l'idée de renvoyer à l'idée d'un classico sur le modèle des PSG Marseille, sauf que là on est sur deux pays qui ont une rivalité, ce qui se traduit par justement la rivalité entre les deux clubs. Donc ça va donner quelque chose d'assez sympathique, avec un petit peu de tension, mais beaucoup moins que les années précédentes. Georges Malbruno, ce soir, donc l'enjeu dépasse largement le cadre sportif, car se dessine, on l'a dit, une bataille géopolitique entre deux voisins du Golfe qui se haïssent depuis longtemps. Ils ne sont pas très amis, ces deux pays. Non, les Émirats et le Qatar ne s'aiment pas pour des raisons historiques. Les Émirats avaient accueilli il y a 25 ans l'émir du Qatar qui avait été renversé par son fils. Et puis surtout aujourd'hui, les Émirats et le Qatar sont en guerre, aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, sur des fronts diplomatiques, en Libye, en Syrie, où chacun s'affronte via des relais interposés. Et donc, ces deux pays-là se livrent une bataille diplomatique. Il y a aussi de la part des Émirats une espèce d'obsession à l'égard des frères musulmans, dont on sait qu'ils sont un peu le levier d'influence du Qatar à l'étranger, hors de ses frontières. Et donc, pour toutes ces raisons-là, eh bien, ces deux pays qui ont des ambitions, qui sont très riches, hein, le Qatar en raison du gaz, les Émirats en raison du pétrole, ces deux pays ont des ambitions, je dirais, quasi planétaires. Et donc, y compris dans le domaine sportif, ils s'affrontent parce qu'ils considèrent, on y reviendra, que c'est un moyen de faire parler d'eux et de projeter leur puissance. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, c'est une vitrine pour eux, avant tout, d'aller sur le terrain du foot, du sport en général. Pour le Qatar, qui était finalement relativement inconnu il y a encore 20 ans, hein, ça a été le meilleur moyen d'exister. Les autres secteurs d'activité étant pris, le foot a été un véritable accélérateur de notoriété. Et le rachat du PSG leur a permis de passer au-delà. Avec la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2022, le Qatar a vraiment d'abord réussi à exister et surtout à façonner son image de manière positive. Si on se souvient, il y a simplement 10 ans ou même 15 ans, certaines unes de presse en France titraient « Le Qatar rachète la France ». Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On a une vision positive du Qatar. Cette Coupe du Monde, juste pour l'aborder une minute, c'est une vraie victoire pour le Qatar de réussir à l'organiser par rapport justement à tout ce qui se passe dans le Golfe actuellement. Premier pays du monde arabe à l'organiser, premier pays finalement musulman à être aussi capable d'organiser cette manifestation qui est une des deux plus grandes dans le sport mondial. Oui, c'est une victoire et surtout c'est une victoire aux dépens des États-Unis dans un contexte extrêmement compliqué. Alors ça pose des questions sur la FIFA, mais ça montre aussi la capacité du Qatar à peser dans les instances et à faire tourner un vote en sa faveur, alors que le rapport de force était clairement contre. Georges Malbruno, il y a une question effectivement d'estime, de prestige, mais est-ce qu'il y a une question d'ego également de la part des dirigeants de ces pays? Oui, parce que chacun, qatarien, émirien, saoudien, s'observe et... dans ce domaine-là, il faut dire que le Qatar a eu quand même une longueur d'avance, hein, comme ça a été dit. Dès les années 2000, hein, le Qatar a organisé en 2006 les premiers Jeux asiatiques chez lui. Et donc, effectivement, il y a cette caisse de résonance qui embarrasse ses voisins. Et donc, oui, il y a une question d'ego et de peser, de projeter son image sur la scène internationale, d'achat d'influence. Mais aussi derrière tout ça,
le sport, c'est une façon de parler en bien de ces pays-là qui ne bénéficient pas toujours d'une image très favorable. Et puis aussi, en plan interne, même si ces pays sont des pays de petite dimension avec une population très faible, à l'exception de l'Arabie Saoudite, qui vient elle aussi tardivement, mais qui vient sur le domaine du soft power sportif, c'est une façon d'occuper sa jeunesse, qui est souvent désœuvrée et qui ne sait pas quoi faire. Et à travers ça, c'est une façon de la mobiliser pour une cause qui finalement est noble, quoi. Alors, le président du PSG, Nasser El Khelaifi, a remporté une petite manche, une petite victoire toutefois, en gagnant du galon en Europe, on peut le dire, Jean-Baptiste Guégan, puisqu'il s'est monté très en forme lors de la Super League européenne, dont Manchester City voulait faire partie. Il a dit non. C'est celui qui a dit non, en fait, le président du PSG. C'est celui qui a défendu le football populaire. Alors quand on voit ce qui est devenu le PSG, ça prête à sourire. Mais c'est intéressant parce que tactiquement, il a extrêmement bien joué et ça correspond aussi à la ligne finalement du Qatar dans son usage du sport. Le PSG est un atout. Cet asset, il va être utilisé justement pour des raisons qui sont diplomatiques, pour des raisons d'image. Donc il n'y avait aucune raison d'aller risquer finalement tout ce qui avait été construit depuis presque 10 ans pour gagner 300 millions d'euros de plus sur une compétition dont on savait qu'elle allait être contestée. Et c'était finalement très très habile. Et aujourd'hui, il fait figure de 2 euros, ce qui est quand même très très drôle. Il a même été élu président de l'Association européenne des clubs, en plus. Et donc, il continue en plus sa politique d'entrisme, c'est-à-dire qu'il gagne à nouveau des responsabilités et ils avancent encore un peu plus dans les instances sportives qui sont déterminantes pour l'organisation des autres événements et puis pour connaître aussi les rapports de force. On pensera notamment aux Jeux Olympiques puisqu'il se positionne sur cette question-là. Donc c'est très bien joué stratégiquement parlant de sa part. Georges Malbruno, souvent derrière le rachat de clubs, il y a aussi des contrats commerciaux, voire même des tractations politiques, ça arrive parfois. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez de le Qatar rachète la France, c'est le débat effectivement un petit peu biaisé, mais c'est surtout du rachat d'influence que le Qatar et les Émirats, ou même l'Arabie Saoudite, font en France. Et donc, effectivement, à travers des rachats de clubs, les Qatariens, les Émiriens aussi, et peut-être bientôt les Saoudiens, achètent de l'influence et ce sont des partenaires incontournables pour nos dirigeants politiques. Successifs. Nicolas Sarkozy, on se souvient, était très proche du Qatar. François Hollande, plutôt proche des Saoudiens. Emmanuel Macron est proche, lui, des Émirats arabes unis. Donc ce sont des dirigeants qui, malgré des divergences qu'on peut avoir et qui sont réelles, parfois sont incontournables parce qu'ils représentent des investissements potentiels français chez eux et émiriens ou qatariens chez nous, qui sont incontournables. Jean-Baptiste Guégan, au-delà de ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que racheter une équipe, un club. Ils renomment des stades, des fois. Ils fondent des hôtels au nom de compagnies aériennes du pays. Enfin, voilà, il y a tout un environnement également en dehors du club. Il y a effectivement, le club sert de point de départ et après il y a toute une stratégie menée par Etihad, Qatar Airways, Fly Emirates. Il y a une véritable volonté d'aller positionner sa marque pays, c'est ce qu'on appelle le national branding, à peu près partout, de manière à ce que les investisseurs, les touristes et les autres sachent que le pays est ouvert. On a eu par exemple une très belle campagne de Dubai is Open, qui s'est affichée sur les maillots de l'Olympique lyonnais il y a de ça quelques mois. C'est pour le tourisme derrière aussi. Exactement. Et l'idée, c'est que le tourisme, c'est aussi des revenus supplémentaires, c'est aussi un moyen d'amener une clientèle d'affaires. Et aujourd'hui, on le voit avec, par exemple, Dubaï, qui est devenu l'endroit où se retrouvent les influenceurs et les influenceuses. Georges Malbruno. Oui, ce qui nous avait frappé quand on avait écrit notre premier livre sur le Qatar en 2013, c'est que le Qatar a une conception du sport industriel. De la même manière qu'ils avaient une conception industrielle du gaz, qui est la poule aux œufs d'or, le foot était conçu de manière industrielle, c'est-à-dire on maîtrise toute la chaîne, depuis le club qu'on rachète d'abord en Belgique, ensuite le PSG, les centres de formation qu'on va créer en Afrique pour recruter des jeunes, jusqu'au rachat de droits télévisuels, jusqu'au rachat d'un équipementier. Voilà, c'est une conception industrielle du sport, c'est du business, c'est le sport business. Justement, j'avais une question là-dessus. Justement, on voit dernièrement aussi que la même équipe qui a racheté Manchester City a investi dans l'équipe de 3
en France, qui n'est pas non plus un club, on va dire, de première zone. Et puis, on a également le Bahreïn qui est devenu ce lundi actionnaire minoritaire du Paris FC, deux clubs moins prestigieux. C'est quoi la stratégie derrière le rachat de ce genre de club? Alors, il y a d'abord une stratégie économique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se créer un actif dont on sait que, par exemple, pour le PFC, s'ils arrivent à monter en Ligue 1, il y a la vraie possibilité d'avoir, dans un contexte normal, une vraie plus-value. Et puis, il y a aussi une stratégie claire. Au PFC, mais aussi à Troyes, on se rapproche de figures politiques nationales. Et donc, ça vous permet de vous rapprocher. Quand vous achetez Troyes, vous savez que vous allez entrer en contact avec M. Barouin, qui était pendant un temps relativement proche d'avoir l'investiture des LR. Bon, a priori, pour la présidentielle, ça va être plus compliqué. Mais vous vous rapprochez de figures nationales. Ils ont aussi investi à Vannes. Vous avez, là encore, des gens qui sont des députés-maires qui ont une envergure nationale. On est vraiment sur une logique d'influence cette fois et de liens qu'on va tisser qui vont être beaucoup plus faciles à activer ensuite. Et de stratégie politique. Merci messieurs. Sujet passionnant. Jean-Baptiste Guégan, merci. Et Georges Malbruno, merci à vous deux d'être venus. Et on suivra bien entendu le résultat de cette rencontre Manchester City-PSG.